je vous ai parlé en fait sur ta question de l'histoire de l'indice de la preuve, surtout pour les événements de grande taille, des événements de masse, destruction massive, etc. Dans l'exemple de Holocauste, en fait, Lyotard consacrait un livre qui s'appelle Le Différend, une sorte de conflit des interprétations et juridiques. Enfin, le mot a plusieurs sens, mais dans ce livre-là, il y a une expression qui s'appelle brûler avec. Où est l'indice, où est la preuve? La réponse, brûler avec. Donc, de facto, où en fait, je peux parfaitement ne pas y aller. De jurer, je peux y aller tout le temps. Bon, cette conversation, dialogue presque absurde, qui n'est pas absurde, on a parlé de l'ironie un peu, mais ce n'est pas de l'ironie non plus. C'est une logique qui est bizarre, oui, pathologique. Mais dans un domaine très sérieux qui est juridique, n'est-ce pas, en fait, ce dialogue, où est la preuve, montre-moi la preuve, et l'autre répond que brûler avec. Donc c'est impossible, presque impossible, c'est pas sérieux, mais quand il s'agit de thèse de négationniste concernant l'extermination des Juifs, il y a un monsieur qui s'appelle Ferguson en France, il avait سلسلة من الأحداث لحدث الحجم حدث كبير مجموعة من الأحداث الحدث الكبير الحدث من كبرى حجم الحدث الكبير سلبيرينس نوفس الحدث في الواقع وسبتت لك حوشا بيرينس حدث استثنائي أنفرشي وصولي باطلال افتراض حدثا لا يوصف الوحي خبر الرعب كثر خبر الخوف je trouve maintenant, quand je dis négationniste, le mot, je crois, en français, c'est négateur. Négateur, ce qui nie leur religion, négateur. Brûler avec, ontologiquement, c'est possible. Oui, il peut y avoir un crime et toutes les traces peuvent être brûlées, disparues. Donc, on ne peut pas conclure, ni juridiquement, ni historiquement, que l'événement n'a pas eu lieu. Il peut y avoir ontologiquement une possibilité de destruction totale des preuves. Et on va dire que oui, les choses élémentaires, Emmanuel Levinas use du mot élémental. Les choses élémentaires, élémentales. C'est rare en français. Donc, ce qui veut dire la réalité matérielle, le plus bas matérialisme. Oui, ça, on peut arranger les choses pour faire disparaître les choses matérielles. Mais la mémoire, souvenir des gens, n'est-ce pas? Alors, chaque tribunal a besoin d'un témoin vivant, si c'est possible, par préférence. Donc, on peut postuler en toute logique qu'il y aura un témoin qui va témoigner de cet événement dans l'absence d'une preuve matériel, objectif. Donc, une subjectivité, un sujet qui va parler devant le responsable, devant le représentant de loi, devant le jury, etc. Bon, tout est déjà fait, oui, mais en philosophie, on reprend l'affaire. Donc, oui, il y a des survivants, n'est-ce pas, de cet événement, heureusement. Mais la thèse négationniste, dans ce livre de Différend, on en discute. Donc, thèse négationniste ne s'arrête pas là. La thèse
prendre la parole, il dit que, alors, quand vous avez dit qu'il y a des survivants, donc, logiquement, il n'y a pas une extermination totale. Donc, il n'y a pas eu chambre à gaz à exterminer. Oui, peut-être il y a certaines usines, en fait, qui ont produit des gaz, etc., mais c'était pour les raisons d'hygiène, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de typhus, etc. Et il y avait des malades qui mouraient tout le temps. Oui, c'est vrai. Il y a des survivants. Bien, en toute logique, et dans une juridiction, comment décider? Voilà, sur ce point d'indécision qui prend la parole, Jean-François Lyotard. Donc, brûler avec, quand on me dit brûler avec, effectivement, je pense toute cette histoire. Et je ne sais pas si ça existe, c'était auparavant cette expression ou inventée. On écrit aussi avec une tréma, brûler, tréma avec, brûler avec. En français, c'est rare de produire des mots valises comme ça. C'est comme mit sein, heideggerien. Être avec. Avec quoi? Rien. Être avec. C'est le fondement de Dasein, structurellement intersubjectif et dépendant d'un là. Être là. Être avec. Encore plus important, être avec. Bon. C'est pas la même chose, mais on fait un exercice mental. Alors, ce livre, donc, touche à une question brûlante concernant la logique de juridiction. Là, on peut lire minutieusement, mais si je continue à mon résumé, en fait, la thèse négationniste, au fond, logique. Déduction est normale. S'il y a des survivants, il n'y a pas eu extermination totale. Il y a eu des morts. Bien sûr, c'était une grande guerre. On a l'habitude des guerres. Alors, il nous reste une subjectivité des témoins, soit survivants, soit ils étaient là par hasard, ou je ne sais pas pourquoi ils sont survivants. Ils ne sont pas juifs, donc s'ils sont juifs et non exterminés, tous les juifs ne sont pas exterminés, etc. On peut aller comme ça. Bon, on peut aller à plusieurs endroits, mais l'histoire continue à se promener dans ce domaine-là. Soit on va avoir confiance à une subjectivité qui témoigne et qui dit ceci. Il dit « j'ai vu ». Et c'est aussi normal que possible, mais c'est, par exemple, du point de vue de Derrida, à qui j'ai participé à ce séminaire qui s'intitulait « Question de témoignage », avec tout ce lexique de témoin, témoigner, être tiers, bearing witness, bearing witness, en allemand Bezeugen. Zeug veut dire à peu près indice, quelque chose tangible, plus ou moins tangible, de l'ordre instrumental. Je ne peux pas faire toute l'étymologie, mais il y a une histoire bizarre derrière tous ces mots. Bearing witness. Il y a ici cette expression de porter témoin. Ça aussi, cette expression, c'est important. Il faut porter quelque chose devant peut-être une justice, une personne. Donc, c'est
cette histoire de transport porté aussi, c'est problématique. Il devrait y avoir plein de chaînes d'interprétation dans cette, je dirais, déportation. Vous savez, déportation veut dire teçhir. Témoin veut dire, soi-disant, tierce. Donc, s'il y a un assassin et s'il y a un assassiné, on suppose un tiers qui n'est pas assassiné, qui n'est pas assassin. Un tiers observateur. Donc, seul témoin, vous savez, quelqu'un qui n'est pas concerné par l'affaire, mais qui a seulement contesté, attesté. Il va attester. Alors, l'autre mot, c'est attestation. Pour du témoignage, autrement, attestation, tester. Paul Valéry a un petit roman de l'ère autobiographique qui s'appelle Monsieur Test. C'est bizarre comme nom de famille, bizarre. Test veut dire peut-être la tête. Vous savez, chaque fois qu'il y a un S, on peut le faire disparaître dans le langage et faire un accent circonflexe. Monsieur Tête. En français, on dit qu'il y a voilà une personne qui a une tête. Voilà, c'est quelqu'un. Donc, Valéry était quelqu'un. Bon, tête veut dire aussi quelque chose de phallique. Donc, ontologiquement, dépendant d'un sexe masculin, l'auteur autonome, monsieur Test. Bon, peut-être on va en parler une autre fois de monsieur Test, mais attestation, même Derrida, dans ses analyses, était venu à ce moment-là de parler de des testis. Monsieur Test, c'est monsieur Testis, monsieur le Testis. Voilà, monsieur testostérone, etc. Donc, c'est une histoire de juridiction est très compliquée, liée à un pouvoir, etc. Soit on va faire une confiance à l'intime conviction d'un témoin qui va dire à peu près dans son langage, dans son idiome, dans son tongue, ce qu'il veut dire, ce qu'il a vu, ce qu'il lui semble d'avoir vu. Donc, il y a une chaîne d'interprétation. Pour parler comme grand philosophe américain Peirce, George Sanders Peirce, il était encore plus fort que Saussure, lui, Ferdinand Saussure, dans son linguistique ou bien dans sa théorie de signification. Donc, il parlait non pas seulement de signifiant et de signifié, mais distinction de parole et langue, mais tout cet dénominateur, disons, comme les interprètes. En se référant à l'ancien grec, qu'on utilise encore, on peut l'appeler des herméneutes, les herméneutes. En anglais aussi, je crois, c'est pareil, des herméneutes. Ce sont des éléments interprétatifs. Donc, il y a une chaîne d'interprétation. Pour parler comme grand philosophe américain Peirce, George Sanders Peirce, il était encore plus fort que Saussure, lui, Ferdinand Saussure, dans son linguistique ou bien dans sa théorie de signification. Donc, il parlait non pas seulement de signifiant et de signifié, mais
et distinction de parole et langue, mais tout cet dénominateur, disons, comme les interprètes. Les interprètes. Je crois que c'était le mot interprète, mais en américain, en original, c'était quoi, je ne sais pas. Mais en se référant à l'ancien grec, qu'on utilise encore, on peut l'appeler des hermeneutes. Les hermeneutes. En anglais aussi, je crois, c'est pareil, des hermeneutes. Ce sont des éléments interprétatifs. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il n'y a pas seulement quelqu'un, un sujet transcendantal ou vivant, empirique qui interprète, mais il y a toute une chaîne d'interprètes ou bien de hermeneutes. Qu'est-ce qu'ils sont? Quel est leur statut linguistique de ces indicateurs qui interprètent en même temps? Ça complique encore toutes les analyses et ça enrichit, ça devient une œuvre littéraire, un événement historique. L'autre fois aussi, on parlait des événements, distinguer les événements, les nommer, comme voulait peut-être Walter Benjamin, n'est-ce pas, qui disait qu'il faut appeler chaque chose par son nom. Si c'est possible, si chaque chose a un nom, si certains événements peuvent être distingués facilement des autres, etc. Tout le problème est, voilà, attestation, témoignage, testis, avoir une tête interprétative, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Zeug, c'est encore plus compliqué, Bezeugung, sans oublier, je dis ce que je vais dire à la fin, il y a un vers de Paul Celan qui se trouve dans ce fameux recueil qui s'appelle la rose de personne, Niemand's Rose, dans lequel on trouve plusieurs poèmes, et ce poème, ou bien ce vers qui dit « Personne n'est témoin de personne ». Enfin, j'avais mémorisé en allemand, mais j'ai oublié « Niemand zeugt, nicht zeugt, niemand », disons, si c'est correct. Personne n'est témoin de personne. Kimse kimsenin şahidi değil. Allah'tan başka şahidim yoktur. Voilà. Maintenant, statut de tiers dans la tradition, dans les mœurs religieuses, c'est plutôt Dieu. Seulement, c'est un Dieu qui peut témoigner. Dans toute véracité ontologique, cosmologique. Voilà. Je me demande si Tel Aviv conflatant par rapport à Jérusalem, dans les universités, en fait, dans le département de philosophie, on peut parler dans la même libéralité de cet événement terrible qui est Holocauste. D'ailleurs, cette dénomination même est problématique. S'il s'agit d'un Shoah, ou un Holocauste, ou un génocide, ou une extermination totale, quelle est la différence? Et il y a des différences apparemment. Donc, question de témoignage, Zeug, à peu près quelque chose d'instrumental, un appareil photographique, un loup, même nos oreilles, en fait, nos vues, ou bien aide de vue, tout ce prolongement de nos organes de sensibilité, ce sont de l'ordre de Zeugen, et aussi les interprètes. Ce sont des interprètes. Ce n'est pas la chose même, ce n'est pas la chose en soi. Même voir avec l'œil nu, sans lunettes, même
entendre dans une proximité normale. Quelque chose qui est dit audible, et tout est dépendant de l'interprétation. Juste à l'intérieur même de notre tête et de M. Test. Donc, je ne vais pas entrer à toute cette histoire d'esthétique transcendantale kantienne, de schématisme de l'entendement, schématisme transcendantal qui fait toute l'affaire de l'interprétation, avant que nous interprétons quelque chose, quoi que ce soit. Et il y a un autre livre, Derrida avait parlé avant ce livre, le mot allemand pour dire témoignage, Besorgung, a une filialité étymologique avec un autre mot. Je ne suis pas très bon en allemand, mais je crois Erzeugung. Donc c'est la même racine, Zeugen, qui veut dire engendrer. Engendrer, zürriyetinden çocuk peyda etmek. C'est pas engendrer n'importe quoi. Engendrer un enfant, enfanter, faire des enfants, c'est-à-dire avoir une progéniture. Donc ça devient encore plus impossible, cette histoire de témoignage. Ben, aucun Allemand ne mélange, ne confond ces choses-là, n'est-ce pas? Engendrer un enfant et témoigner sur une situation, rien à voir. Donc, il faut faire taire les mots. Pour s'entendre, pour communiquer, il faut fermer les yeux aux mots, à leur sédimentation historique. Il faut entendre les mots sans entendre. Sinon, il ne peut pas y avoir une communication. Et nous, les étrangers, qui ne sont ni francophones de naissance, ni germanophones de naissance, et avec nos minutieux travail, nous remarquons qu'il y a quelque chose qui se cloche dans une langue qui ne sont pas la nôtre. Et une fois qu'on constate et qu'on atteste la même chose à l'intérieur de notre propre langue, alors je dirais nous devenons forcément poètes. Donc c'est une manière de ne pas communiquer et communiquer sans communiquer. Être poète, c'est un peu comme ça. Et les yeux de langue, l'autre article de Derrida, n'est-ce pas, sur l'hébreu modernisé, déterré de son tombeau liturgical, aussi c'était un peu sous ce sentiment que c'est pas que nous qui voyons la langue, c'est plutôt c'est la langue qui nous regarde. Les yeux de la langue, c'est ça. C'est la langue qui nous regarde et ça ne nous regarde pas. La langue, ça ne nous regarde pas, c'est elle qui nous regarde et c'est elle qui nous garde. C'est encore plus grave. C'est bizarre, c'était rapport sous-versé, bouleversé de sujet et de l'objet. N'est-ce pas? Enfin, je peux donner un exemple en turc qui m'avait marqué, touché. Et dans l'un des Ramazans à Istanbul, en fait, sur les mosquées, vous savez, il y a des slogans religieux illuminés. Et ce slogan disait, OK, normalement en turc on dit, n'est-ce pas, je tiens le jeûne, oruç tutuyorum. Et le verbe tenir, c'est un peu impropre. Bizarre comme verbe. Donc, ce slogan disait que c'est comme un esprit, un jeu de mots, c'était fantastique.
Ô jeune, tiens-moi. Ya oruç beni tut. Ça m'avait touché. À Istanbul, il y avait une festivité en plein Ramazan, biennale d'Istanbul, tout était illuminé, éclairé, et le mosquée aussi illuminé, éclairé, c'était bizarre. Bon. Donc, on ne sait pas si c'est nous qui nous regardons, si c'est les choses qui nous regardent, est-ce qu'il y a des choses qui nous regardent. Une autre expression en français, n'est-ce pas? Est-ce que ce sont des choses qui tombent sous ma responsabilité? La chose qui me regarde tombe sous ma responsabilité. Si la chose me regarde, à qui décide? Bon, on peut avancer sur cette direction, très bizarre. Donc, il faut que la chose me regarde, et donc, pour que je sois responsable de cette chose, pour que je sache cette chose comme mon affaire, ma tâche. Mais, donc, il faut que je sois interprète de la chose pour saisir si elle me regarde vraiment ou pas. Voilà. Donc, nous avons un rapport avec les choses très bizarre. Et nous avons cette possibilité très bizarre, très multidirectionnelle. Et nous nous satisfaisons d'une seule direction, disons, assignée. Assignée par qui? Quand je dis direction, vraiment je parle littéralement, comme dans une cour de physique, n'est-ce pas? Le prof vient sur la table, il dessine une flèche et il écrit un T. C'est la flèche du temps. On représente en physique le temps comme une flèche. On schématise. Donc, quand je parle de la directionnalité fondamentale qui donne toute tonalité pour tout acte interprétatif, alors je parle d'une chose comme une caricature de cette flèche, donc qui n'existe pas. En vrai, c'est comme postulat premier, comme action première qui aide à résoudre toutes sortes de problèmes physiques, au moins le problème newtonien. C'est pas quelque chose d'abstrait, mais c'est abstrait aussi. C'est abstrait. C'est un postulat. Ça aide à résoudre les problèmes ou pour en créer des problèmes, mais si ce postulat existe ontologiquement, j'en sais rien, personne ne peut savoir. Mais ça existe. Quelque chose qui existe d'une manière fantomale, et qui marche, qui fonctionne. Moi, je l'obéis, donc ça marche. Voilà. Et voilà, le mot tonalité fondamentale, c'est un concept heideggerien qui veut dire Grundstimmung, détermination fondamentale. Mais lui, il disait pour autre chose, affect, parce que l'autre mot, le mot Stimmung aussi, c'est très très compliqué. Et on était dans la Besoldung, c'est Stimmung aussi. Stimme, en allemand, veut dire voix. Le maître mot de philosophie, détermination en allemand, Bestimmung. Une bizarre détermination qui présuppose une voix. Mais je ne suis pas sûr si c'est une voix humaine. Ce n'est pas un ton en allemand. Ton, un son. La voix, c'est Stimme, je crois. Il y a plein de morceaux de musique, je crois, de Stimme 1, 2, 3, en fait.
moi, si je serais capable, un jour, je voulais parler de la musique aussi. J'ai cherché un livre de Claude Lévi-Strauss sur la musique de Pierre Boulez. Il y a quelques photocopies, mais pas suffisantes. Dans mon souvenir, dans l'un de ces livres, il y avait une grande analyse de Bolero. Compositeur, c'était espagnol, je crois. Dans le Bolero, il y a toujours le même ritournelle. Donc, pour formaliser à peu près une pensée de la sérialité, il fallait passer, à mon avis, comme Lévi-Strauss, en tant qu'il est structuraliste, il a passé par certaines pratiques musicales. Donc, Chitimu, pourquoi je parlais de Chitimu, tonalité fondamentale, et qui donne la directionnalité fondamentale, qui, autrement dit, ton fondamental en allemand, c'est Grundstimmung. Mais au fond, quand je dis la flèche du temps, je parle d'une sorte d'idéologie, pour être plus clair. Tandis que Heidegger, quand il parlait de tonalité fondamentale, c'est quelque chose qui appartient à l'affectivité primaire du Dasein. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais au fond, ce qui est commun, c'est qu'on cherche une sorte de détermination, une sorte de prédéterminante, ou bien préinterprétant. Un herméneute avec une grande H qui domine toutes les autres, qui leurs limites, leurs possibilités, la possibilité multidirectionnelle. Bon, ce concept de surtout directionnalité, ça vient de Kant, hein, première critique. Il faut chercher la place exacte, mais je crois qu'il donne l'exemple de gauche et de droite. Et aussi, il faut parler de devant et de derrière, le haut et bas. Bon, vraiment, à partir de ça, à partir de ce Kant-là, on peut faire une sorte de structuralisme kantien. Peut-être que ce structuralisme était kantien, ça aussi c'est possible. Donc, pour conclure, pour résumer, en fait, nous avons un entendement limité, nous sommes dépendants d'un certain nombre de notions de directionnalité, gauche, à droite, à gauche, etc. Et nous sommes facilement soumis à une tonalité fondamentale comme une flèche du temps unidimensionnelle, bien que, peut-être, nous avons des êtres multidirectionnels. Vous savez, l'un des livres fétiches des années 68, c'était L'homme unidimensionnel de Herbert Marcuse. Il se plaignait que l'homme moderne, après l'époque de l'industrie, était devenu unidimensionnel, bien qu'il avait beaucoup de dimensions multiples. Donc il a écrit un livre assez intelligible et c'est devenu un best-seller des gauchistes, disons. Je voulais, à un moment donné, je voulais parler de ce mot de gauche, de droite, ça vient d'où? Enfin, on dit que ça vient de le Camara, le Parlement anglais,
mais ça peut être plus ancien, j'en suis pas sûr. Qui a osé de lui attribuer un contenu politique? Et en plus, dans le langage courant, gauchisme est ça a un sens péjoratif, explicitement péjoratif. Je suis très gauche, excusez-moi, je suis très gauche. J'ai fait un gauchisme. Quand je dis ça, çok sakarım, özür dilerim. Evet. Mais il faut peut-être prendre et assumer cette gaucherie. C'est ça le courage. À partir de tout ce que j'ai dit en fait concernant la multidirectionnalité, les possibilités multiples et le ton fondamental qui donne une seule directionnalité et une seule interprétation dominante qui donne la tonalité fondamentale, Grundstimmung, etc. Donc, gauchisme veut dire tout le contraire. Donc, gauchisme ne se satisfait pas d'une dimensionnalité à la Kant, disons, mais il s'agit d'une mauvaise lecture de Kant. Kant était beaucoup plus riche, à mon avis, mais ce n'est pas notre sujet pour l'instant. Il y a un art caché dans la profondeur de l'entendement. Et ça s'appelle schématisme transcendantal. Et ça, il n'y a pas d'unidirectionnalité si nous ne voulons pas. En plus, ce n'est pas nous qui faisons tout ça. Il y a un art caché. C'est pas nous, l'artiste. Alors, pour une gauchiste, disons, je ne parle pas de politique, mais pourquoi pas. Pour une gauchiste, il devrait y avoir une géométrie variable ou une autre géométrie. Parce que pour être droite, düzgün olmak, hakkaniyetli olmak, n'est-ce pas? Dans le langage courant, le droit, être quelqu'un de droite, ça a toujours un sens positif. Nous sommes là ici dans la généalogie de la morale, dans l'esprit de la généalogie de la morale de Nietzsche, n'est-ce pas? Généalogie de ces expressions, d'où viennent droite, d'où vient gauche. Ça ne vient pas de Camara anglais, je crois. C'est impossible. Mais je n'ai pas la réponse. Mais quand on se fie à des traductions, on peut le trouver bien sûr dans la Bible. Mais il ne faut pas se fier aux traductions modernes. Surtout à ces traductions reconnues, autorisées, versions autorisées. N'est-ce pas? La semaine dernière, on faisait du Talmud, l'histoire du Talmud. Et on a un peu compris que le Talmud comprenait plusieurs langues, c'était très, très compliqué de la traduire, mais il y a des traductions, il y a des versions, Talmud babylonien, Talmud de Jérusalem, et il y a des traductions aujourd'hui autorisées. Alors les autres, où sont-ils? Là, ils sont gardés en la langue originelle. C'est pas traduit. C'est pas la peine de traduire. Bon, voilà. Ils nous regardent. Nous ne comprenons pas, mais ils nous regardent. Les lettres hébraïques, autrement dit, tétragrammes, je crois, on les appelle techniquement tétragrammes.
4 grammes. Avec 4 grammes, on fait tout l'alphabet, si je comprends bien. Peut-être que j'ai mal compris. Peut-être que tétragramme, c'est Yahvé. Y-H. Comme on ne prononce pas le nom de Dieu, alors on dit dört harfli. C'est possible que j'interprète mal, mais bon. Et en truc aussi, on dit üç harfliler geliyor, üç harfliler. On ne prononce pas le mot djinn. Donc on parle de 3 lettres. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'ai oublié. Alors, brûler avec. Et plein d'interprétations, plein de possibilités d'interprétation. Et Paul Celan a dit, Paul Celan qui peut être considéré quand même un survivant de la génocide, après que toute l'histoire est terminée, toute la guerre est terminée, il s'est suicidé. Vous connaissez un peu quand même une immense chose. C'est quelque chose inexplicable. Enfin, je ne peux pas exprimer combien je suis touché par la force de son œuvre. Et il est intimement lié, ou en tout cas, en fait, il a connaissance de Heidegger. Et après la guerre, après toute l'histoire est passée, il est allé voir dans la forêt noire Heidegger. Avant qu'il se suicide. Bon, et il n'a pas un mot d'excuse de Heidegger. C'est ça le... Bon, dans un autre endroit, j'en ai déjà trop parlé de ça, une histoire. Donc, quelqu'un qui a écrit que personne n'est témoin de personne, c'est trop fort pour cette situation. Bon, je n'interpréterai pas, mais c'est dramatique. Et en plus, dans l'évangile, dans l'un des évangiles, dans le presque premier mot, dans l'évangile de Saint Matthieu, il y a des versets très forts pour parler de témoins divins. Et j'avais cité, non pas cité, mais appris comme épigramme à mon article presque unique sur la religion que j'ai écrit très tôt, la religion, 2 points, 2 ou 3 choses que je sais d'elle. Le titre, c'est ça. J'en avais déjà parlé. C'est une sorte de projet d'interpréter la religion à partir des chiffres ou de capacité, faculté de compter, calculer, concevoir. Dans cet article, j'ai trouvé une citation de Matta, évangile de Matta, et j'ai mis comme épigramme qui disait Dieu normalement ne parle pas, mais c'est une citation de Bible peut-être. Là où vous serez 2, c'est-à-dire 2 personnes, là où vous serez 2 personnes, et je suis là, et je serai là. Probablement, c'est la parole de Jésus, et non pas Dieu, l'esprit de Jésus qui sera là. Donc, statut de tiers est tellement important que dans la
processus juridique, bien sûr, on fait beaucoup d'attention qu'il n'y a pas un faux témoin, n'est-ce pas? Yalancı şahit. Parce que, normalement, dans l'esprit christique et dans tout esprit monothéiste, il y a témoin de témoin et ce témoin, Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas mentir. Le garant ultime, c'est Dieu, dans toute affaire de témoignage. Sinon, on ne peut se fier à personne. Comme Paul Celan a dit, personne n'est témoin de personne, donc tout le monde peut te vendre à tout moment. Sauf Dieu, s'il existe, quelle est sa providence, on ne sait pas. Donc, dans ce monde-là, nous avons affaire à des gens qui disent, alors, apportez-moi la preuve alors. J'ai dit, excusez-moi, monsieur, je n'ai pas de preuve, je ne peux pas vous apporter, portez le témoin. Alors, j'ai trouvé un témoin, je l'apporte. Bon, il dit, ou bien j'y vais chercher un témoin, et je ne trouve pas, parce qu'il est mort, et il est brûlé. Et j'ai dit, je viens, j'ai dit au juge que, excusez-moi, c'est brûlé avec. C'est encore histoire de juifs, n'est-ce pas?